Les buveurs d'océan par H. G. Magog. Chapitre 5. L'extraordinaire escamotage. C'était un fort bon tour que préparait le vieux Jim. Que fallait-il pour le réussir? La complicité de l'ambassade européenne. Grâce aux amitiés qui comptaient Jean d'Entrevaux, l'ambassadeur accepta de venir en personne dresser l'acte de mariage, dans la villa même que l'hospitalité japonaise avait imposée comme résidence aux otages américains. La cérémonie devait avoir lieu au cours de la fête. En attendant le grand jour, les fiancés se voyaient quotidiennement. Et comme, malgré les indiscrétions inévitables et l'espionnage des domestiques japonais, nul incident ne se produisait de nature à entraver ou menacer la célébration du mariage, tout était à la joie dans la résidence du boulevard Ginza. Tout, oui, peut-être, mais pas tous. Il existait quelqu'un qui s'obstinait à se défier du sort et à le maudire, si l'on peut dire. Préventivement, c'était Guilledou, le mélancolique serviteur de Jean d'Entrevaux. Installé, sans d'ailleurs que cette installation eût provoqué de la part des jaunes la moindre tentative d'opposition, auprès de la famille de Glandève, l'infortuné valet de chambre s'était forcément trouvé en contact perpétuel avec le personnel japonais. Et voyez un peu, quand la guigne s'en mêle, ce qui devait fatalement arriver arriva. Guilledou devint amoureux. Il s'éprit de la gentille Sada, vraiment mignonne sous le coquet uniforme et le tablier brodé d'une maid anglaise. Mais lorsqu'un homme se croit enguigné, il ne voit que le mauvais côté des événements. Le soupirant s'obstinait donc à empoisonner sa félicité avec le venin du remords. Il s'accablait de reproches. Moi, un bon Français, un Breton bretonnant, m'amouracher d'une Japonaise, exporter ma tendresse, en priver mon pays et mes pays. Qu'est-ce qu'on pensera de moi à Paimpol? Quand on apprendra ça, je suis déshonoré. Calamité terrible, il n'en avait pas moins prié son maître de faire venir de France les papiers nécessaires pour qu'il pût lui aussi convoler un juste noce, car sa décision était prise et l'amour, une fois de plus, l'emportait. Guilledou se marierait avec remords, mais il se marierait. Le cœur gros parce que les obstacles, en s'aplanissant, rendaient de plus en plus probable le bonheur que souhaitait son cœur, mais que sa conscience réprouvait, Guilledou s'en fut mettre au courant de la combinaison l'intéressait elle-même. Quand on est destiné à se noyer, autant vaut plonger tout de suite. Sada ne fit pas de façon. En guise de réponse, elle battit des mains. « Quel bonheur, comme je suis contente !» Ce n'était rien moins qu'un refus. L'amoureux Guilledou, à cette manifestation, qui ne lui permettait plus de douter de la sympathie qu'il avait su inspirer à la mignonne japonaise, aurait dû être au comble de la joie. Il n'en fut rien. « Neurasthénie, voilà de tes coups !» Guilledou répondit en secouant lugubrement la tête. « Il m'arrivera quelque chose, j'ai trop de chance. » Pour l'instant, entre tant de sourires dont l'accablait le destin, il ne pouvait voir d'autres points noirs que les sombres regards de la jalouse Miyaya, rivale évidente de Sada. Cependant, le jour fixé pour le mariage approchait et le docteur Kazuga n'avait pas reparu. Jim Sandy ne s'endormait pas. Le milliardaire déployait une activité fébrile. La fête qu'il s'apprêtait à donner ne devait pas seulement dans son esprit célébrer le mariage de sa petite fille, mais encore et surtout le triomphe de la ténacité yankee sur l'astuce japonaise. Aussi avait-on convié tout ce que les colonies américaines, européennes, africaines et océaniennes comptaient de notabilité. Il lui avait bien fallu cependant se résigner à recourir, pour le service, à un personnel asiatique, et même à accepter d'inscrire au programme des artistes de Tokyo. Choisir ces derniers n'avait pas été une petite affaire. Dès l'annonce de la fête, il en était venu de tout acabit faire le siège du cabinet de Jim Sandy. Chacun avait une idée originale, une attraction sans rival à proposer. Il engagea donc des mimes et des geishas, également renommés, plus une troupe de prestigitateurs nippons dont on racontait merveilles. Ces divers points réglés, le vieux Jim se frotta la main et attendit ses invités. Le clou de la matinée était évidemment la signature de l'acte de mariage, mais il ne figurait au programme que sous la dénomination « surprise » et n'avait pas été pour cause mentionné sur les invitations. Officiellement, les invités ne savaient rien. Jim Sandy épanoui, le marquis et la marquise de Glandève souriant, la fiancée radieuse,
reçurent leur hôte avec cette cordiale simplicité, au charme de laquelle n'atteint jamais le protocole des cérémonies les mieux ordonnées. On aurait dit vraiment avoir la mère, la grand-mère et la petite-fille, discrètement secondées par Jean d'Entrevaux, s'occuper à placer les arrivants et à leur faire les honneurs du grand salon. Oui, vraiment, on aurait été persuadé qu'il ne s'agissait que d'une matinée plus ou moins musicale. Ceux des invités qui étaient dans le secret, c'est-à-dire la presque unanimité, car le fameux secret de Jim Sandy était peu à peu devenu le secret de Polichinelle, ces invités donc feignaient l'ignorance la plus complète et s'abstenaient des compliments d'usage. De fort bonne grâce, chacun s'ingéniait à paraître, ne s'intéressait qu'aux danses et aux jongleries annoncées. Les artistes japonais ne s'intitulaient pas sans raison illusionnistes, et devant les illusions qu'ils multipliaient, l'assistant s'émerveillait, se frottait les yeux ou se pinçait à la dérobée pour s'assurer que ce n'était point un rêve. Un tour fut particulièrement goûté. Il s'agissait de l'escamotage d'un homme. Dans une antique chaise à porteur au large flanc, le sujet prit place et s'enferma, en ayant soin de tirer les rideaux des vitres, pour voiler le mystère qui allait s'accomplir. Tandis que tous les yeux surveillaient la chaise, afin d'essayer de surprendre le truc. Un silence religieux s'établit. Soudain, la voix du japonais enfermé dans la chaise s'éleva. Il donna un ordre, et 4 de ses camarades, soulevant la chaise, la promenèrent devant les spectateurs, tandis que le sujet scandait leur marche d'un chant bizarre. À son signal, les porteurs s'arrêtèrent et reposèrent leur fardeau. Le sujet, toujours invisible, pria alors quelques spectateurs de venir s'assurer du poids de la chaise, ce à quoi consentirent aussitôt 3 ou 4 jeunes gens, parmi lesquels figurait Jean d'Entrevaux. Non sans grimace, ils soulevèrent le véhicule et constatèrent que ce simple exercice exigeait un certain effort musculaire. Enfin, les Japonais, entourant de nouveau la chaise, plongèrent leurs mains dans des ouvertures existant dans ses parois et annoncèrent qu'ils allaient escamoter leurs camarades morceau par morceau. Effectivement, on les vit retirer de l'intérieur avec une rapidité extrême des paquets qu'ils lançaient en l'air et qui semblaient s'y évanouir. Tout le temps que dura ce jeu, l'homme chantait à l'intérieur de la chaise, mais chose bizarre, sa voix paraissait s'affaiblir à mesure que le nombre de paquets escamotés augmentait. Au bout d'un moment, les escamoteurs s'interrompirent pour démonter, en faisant de nouveau soulever la chaise, que le poids de celle-ci diminuait comme le volume de la voix. L'escamotage reprit ensuite jusqu'à ce que la voix se fût éteinte. Le chef de la troupe ayant alors ouvert la porte de la chaise, les spectateurs purent constater que celle-ci était vide. L'homme enfermé à l'intérieur avait disparu. Fortement impressionnés, tous se levèrent en tumulte pour examiner minutieusement la chaise magique. Mais il leur fallut bien reconnaître qu'aucun double fond n'existait et que l'épaisseur des parois ne permettait pas d'admettre l'hypothèse d'une cachette. Le sujet était donc bien réellement escamoté. Quand on eut bien discuté sans trouver le mot de l'énigme, chacun reprit sa place et le chef des prestigitateurs annonça qu'il allait faire reparaître son camarade. Cette seconde partie de l'expérience s'exécuta à peu près avec les mêmes cérémonies que la première, mais présentée dans un ordre inversé. Ainsi, les Japonais replaçaient maintenant à l'intérieur de la chaise les morceaux qu'ils paraissaient cueillir au vol dans l'espace, et la voix qui s'entendit de nouveau augmentait d'intensité, tandis que la chaise s'alourdissait. Après la nouvelle promenade et de nouveaux chants, la chaise à porteur fut enfin immobilisée et le sujet reparut aux yeux de l'assistance confondue. Les applaudissements éclatèrent, puis on voulut obliger l'artiste à révéler le secret de son procédé. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il en saluant l'assemblée, il n'y a point de truc, et l'homme est réellement escamoté par les esprits, en vertu d'incantations dont le secret me fut légué par mes ancêtres. » Naturellement, tout le monde se récria, et des sourires moqueurs voltigèrent sur les lèvres. L'escamoteur se piqua au jeu. « Messieurs, insista-t-il, si l'un de vous a le courage d'entrer dans cette chaise et de se prêter à l'expérience, j'offre de le faire disparaître comme mon compagnon. Et j'affirme qu'il lui sera impossible d'expliquer le mystère. » Comme en prononçant ces paroles, son regard s'était par hasard arrêté sur Jean d'Entrevaux, le jeune homme releva tout naturellement le défi. « Escamotez-moi, proposa-t-il en riant, je suis tout disposé à me prêter à l'expérience. » Avec un sourire sceptique, il pénétra dans la chaise, salua comiquement les spectateurs et se laissa enfermer. « À bientôt !»
cria-t-il. Puis, il y eut quelques instants de silence qui, sans doute, firent naître dans l'assistance une impression de gêne, car quelqu'un réclama. « Il faut chanter, c'est dans le programme. D'entre vous, chantez-nous quelque chose. » Et Susanna ajouta vivement. « C'est cela, Jean, chantez, ou nous croirons que vous êtes déjà escamoté. » « Pas encore, » répondit de l'intérieur de la chaise la voix du jeune homme. Mademoiselle de Glandève se sentit aussitôt soulagée, et toute l'assistance redevint joyeuse. Des plaisanteries s'échangèrent, auxquelles le patient répondit avec sa verve habituelle. « Sentez-vous quelque chose ?» lui demandait-on. À quoi il ripostait. « Absolument rien. C'est que vous ne chantez pas. »« Parbleu, je n'ai jamais su. Vous allez faire rater l'expérience. » « Je puis, pour remplacer, vous réciter des vers. Voulez-vous quelques extraits du poème de Confucius en chinois ? » « Merci, nous préférons vos impressions. »« Je n'en ai pas, j'attends. »« Nous aussi, monsieur, l'escamoteur. Est-ce que l'expérience ne va pas bientôt commencer ?» Le prestidigitateur sourit et fit un signe. Aussitôt les Japonais soulevèrent la chaise et la promenade, probablement rituelle, recommença. Jean l'entremêlait de réflexions qui mettaient en joie l'assistance. « Ce trimballement qui vous intrigue, mesdames et messieurs, est sûrement destiné à préparer la dissociation des molécules constitutives de mon pauvre individu. Je sens déjà que mon cerveau vacille et que ma raison s'apprête à prendre ses clics et ses claques. Mais les esprits qui opèrent ce miracle s'appellent tout bonnement roulis et tangage. » Puis au bout d'un moment, il ajouta « Stop, s'il vous plaît, je suis en miettes. Vous pouvez attaquer le déblaiement. » Les porteurs s'arrêtèrent aussitôt pour recommencer à simuler l'escamotage des mystérieux paquets. Les plaisanteries de Jean continuaient à accompagner cette opération. « Mes bras !» annonçait-il. « Mes jambes ! La dislocation commence !»« On détaille, me voyez-vous passer ?» En même temps, sa voix s'affaiblissait à ce point que les auditeurs l'accusèrent de se prêter à la mystification. « C'est vous qui vous moquez de moi, » riposta-t-il. « Plaisanterie à part, je n'ai encore remarqué rien d'anormal. » À cet instant, sur un signe des porteurs, quelques jeunes gens constatèrent que la chaise s'allégeait. « Ohé, gens d'entre vous !» crièrent-ils. « Y êtes-vous toujours ?»« Toujours !» répondit la voix très affaiblie du fiancé. « Mais on ne vous entend plus. Je m'entends parfaitement, vous êtes probablement dupe d'un phénomène d'acoustique. » En réalité, sa voix n'était plus qu'un souffle. Brusquement, elle s'éteignit et Jean cessa de répondre au questionneur. Mais ceux-ci ne voulaient pas se rendre, et Susanna, tout à fait sceptique, cria « Il le fait exprès. Ouvrez, je parie qu'il y est toujours. » Les porteurs avaient posé la chaise et s'écartaient sur un signe de leur chef. « Vérifiez, » dit celui-ci, « le sujet est escamoté. » Avec vivacité, Susanna courut tourner la poignée de la portière. Déjà, un cercle de curieux entourait la mystérieuse chaise. Des exclamations retentirent. « Il n'y est plus. Par où a-t-il pu passer ? Jean, Jean, où êtes-vous ? Répondez !» Pendant quelques minutes, le salon fut en rumeur. Tous les spectateurs s'étaient levés et se bousculaient pour constater de leurs propres yeux l'extraordinaire disparition. « Assez !» crièrent enfin quelques voix. « À présent, il faut le faire reparaître. »« Oui, approuva Susanna. C'est plus simple, il nous expliquera le mystère. » Mais obtenir que chacun s'écartât et replie sa place n'était pas une mince entreprise. Il fallut que le marquis et Jim Sandy s'y employassent. « Maintenant, fit M. de Glandève lorsqu'il eut réussi à dégager la chaise, passons à la seconde partie de l'expérience. » Il s'interrompit et regarda avec étonnement autour de lui. « Ah ça !» s'exclama-t-il. « Où diantre sont passés nos prestidigitateurs ?» L'assistance se compta aussitôt, mais sans découvrir le moindre japonais. Quelques rires timides tentèrent de dissiper le malaise qui saisit aussitôt les invités. « Est-ce qu'ils se seraient escamotés eux-mêmes » demanda-t-on. Susanna, subitement nerveuse, laissa paraître une légère anxiété. « C'est une plaisanterie combinée par Jean » suggéra le marquis de Glandève pour la rassurer. « Je vais me renseigner. » Il sortit et revint, peu d'instants plus tard, assez déconcerté. « Je n'y comprends rien » avoua-t-il. « Les prestidigitateurs ont dû profiter de l'inattention générale pour quitter le salon. Les domestiques les ont vus sortir. Croyant que leur exercice était terminé, ils ne leur ont pas posé la moindre question. »« Mais que devient Jean dans tout cela ?» demanda Susanna d'une voix troublée. « Il faut examiner cette chaise diabolique » proposa Jim Sandy, dont le visage s'était rembruni. Avec une activité un peu fébrile, on procéda à l'examen de la chaise, qui fut renversée, fouillée
et sondé en tous sens. Alors, on découvrit que le fond s'ouvrait au moyen d'un ressort placé extérieurement. Cette découverte ne causa pas une grande émotion, parce qu'il fallait de toute évidence qu'un truc quelconque expliquât l'escamotage. Mais la chaise, sauf pendant la promenade, n'avait cessé d'adhérer au parquet du salon. On avait donc pu faire sortir Jean par cette ouverture. « À moins qu'il n'existe une trappe dans le parquet », observa quelqu'un. « Comment aurait-il pu en être ainsi ?» répliqua le marquis. « En tout cas, les escamoteurs ne pouvaient connaître ce détail. D'autre part, il aurait fallu pour qu'un semblable travail pût être effectué à notre insu, qu'ils eussent des intelligences parmi notre personnel. »« Qui est japonais ?» interrompit Jim Sandy. « Japonais comme la maison. » Et il répéta plus nerveusement, « Cherchons. » Ce fut une véritable perquisition à laquelle s'employèrent tous les hommes, tandis que les femmes gardaient un silence angoissé. En un clin d'œil, les nattes qui garnissaient le parquet furent enlevées. Un minutieux examen des rainures fit alors découvrir une trappe quadrangulaire, approximativement située à l'endroit qu'avait occupé la chaise à porteur, lorsque Jean d'entre vous y était entré. « Une scie, une pince !» réclama Sandy de plus en plus agité. 10 minutes de travail suffirent pour dégager une ouverture, par laquelle descendit un jeune homme entraîné aux exercices gymnastiques. En dessous existait un sous-sol, ignoré des locataires de l'immeuble. Jean ne s'y trouvait point, mais une chaise était placée contre un soupirail assez large, ouvert au niveau du trottoir et dont le grillage avait été enlevé. Sur cette chaise, une carte était épinglée. Elle fut remise à Jim Sandy et au marquis qui pâlirent en y lisant ces mots « Docteur Kazuga, P.P.C. »